Le travail de Bochart, c'est celui du général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France. Même, on fait un raccourci souvent dans les textes, on mentionne dans les documents d'archives que j'ai consultés, général de la flotte de la Nouvelle-France. Ça lui donne un rôle un peu plus important qu'on lit de cette façon-là. Puis quand on voit la commission qui lui est donnée, on ne dit pas général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France, mais bel et bien général de la flotte de la Nouvelle-France. Et ça, c'est le rôle, le deuxième rôle en importance en Nouvelle-France à cette époque-là. Ça ne l'oblige pas à rester constamment à Trois-Rivières. Effectivement, on va le voir, il va faire des allées et venues également sur le fleuve. On peut penser que son pied-à-terre est à Trois-Rivières pour plusieurs raisons, dont le décès de deux personnes dans sa suite, un valet, une trompette, qui vont mourir là, en 1635 et en 1636 par noyade. Donc, c'est de cette façon-là qu'on sait que Théodore Bochart va être à Trois-Rivières. On sait aussi qu'il va être à Trois-Rivières lorsque viennent les négociations avec les communautés autochtones et pour la traite des fourrures, mais il ne faut pas l'oublier, pour également envoyer des jésuites au pays des Hurons, mais également négocier pour que les Hurons confient des enfants auprès des jésuites pour leur instruction. Devant Tadoussac, en cette fin d'été 1636, Bochart s'apprête donc à hisser les voiles pour un retour vers le vieux continent. Jamais il ne reviendra dans la colonie. Théodore Bochart sait très bien en 1636 qu'il quitte pour de bon. Probablement qu'il le fait connaître, probablement que les gens le savent, probablement que les Amérindiens aussi sont mis au fait de ça. On retrouve dans les relations des Jésuites beaucoup de rencontres entre les communautés autochtones et Théodore Bochart. Pour lui rendre hommage ou lui donner un cadeau en quelque sorte avant son départ, et puisqu'il a demandé que les jeunes ou des enfants soient confiés aux communautés religieuses, on va donner à Théodore Bochart une jeune Iroquoise. Et cette jeune Iroquoise-là sera évidemment envoyée chez les Carmélites pour son instruction. Donc c'est un cadeau qu'on lui fait, on lui offre quelque chose, on lui rend hommage pour le travail qu'il a fait à Trois-Rivières et les relations qu'il a entretenues avec les Amérindiens, puis son rôle de diplomate également. Pourtant, l'histoire a retenu peu de choses des actions de Bochart lors de son passage en Nouvelle-France. Au cours de ses recherches, l'historien a acquis la certitude que c'est sans doute parce que le jeune général a été protestant ou huguenot, comme de nombreux nobles et bourgeois français impliqués dans le commerce des fourrures au XVIIe siècle. Guillaume de Camp, qui a repris la colonie des frères Kirk, était lui-même huguenot. Ces protestants auraient joué un rôle capital dans l'implantation de la nouvelle colonie. Au Québec, les livres d'histoire leur font pourtant bien peu de place. Est-ce que c'est important de savoir si Bochart était protestant? Je crois que oui, parce que le traitement, probablement que le traitement qu'on lui accorde dans les archives, le traitement qu'on lui accorde dans l'histoire, on le voudrait bon catholique, on va le représenter dans certaines monographies comme un bon catholique, mais le fait qu'il soit protestant va faire en sorte qu'il est possible qu'on ait, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, même titre que Pierre Dugas-Demont du côté de Québec, ignorer volontairement son nom, parce que même à l'époque, le cardinal de Richelieu choisissait ses hommes, choisissait les personnes de confiance parmi les protestants, parmi les catholiques. Par contre, il y avait une guerre assez importante entre les religieux catholiques et les pasteurs protestants. Ça se traduisait, entre autres, par des joutes oratoires, par des publications, par-dessus publications en ce qui concerne les grands dogmes de l'Église. On est dans cette période-là où il y a une mouvance, même si les protestants forment à peu près 10% de la population française, ni plus ni moins. Ils gagnent en popularité, ces protestants-là, parce que les nobles vont adhérer à la religion protestante. Pour éclaircir cette question et en apprendre davantage sur Bochart,
l'historien va se rendre en France afin d'y rencontrer des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. On vient en France pour deux choses essentiellement. La première, c'est de retourner sur les traces de Théodore Bochart, qui va vivre à Paris dans sa jeunesse. C'est là où il a grandi, où il a vu le jour. C'est l'endroit également où son père travaille, Christophe Bochart, au Parlement de Paris. On sait que Théodore Bochart est protestant par de multiples sources. Donc, on vient rencontrer des chercheurs, des gens qui se sont intéressés au commerce colonial, par exemple, ou au rapport entre les protestants et les catholiques. Donc, on vient rencontrer ces universitaires-là qui ont une connaissance profonde de l'environnement dans lequel Théodore Bochart va évoluer. À Paris, Yannick Gendron rencontre le professeur Franck Lestringant dans les locaux de la Société de l'histoire du protestantisme français au cœur de la capitale. Au XVIIe siècle, Paris est une importante cité de 400 000 habitants, siège du pouvoir royal, où cohabitent dans une relative harmonie catholiques et protestants depuis la signature de l'édit de Nantes. Cet édit, signé en 1598 au château des Ducs de Bretagne, à Nantes, devait mettre fin aux querelles religieuses, reconnaissant aux Huguenots le droit de culte ainsi que des droits civils et politiques. On pense qu'une période de paix va s'ouvrir, de tolérance mutuelle. Ce n'est pas du tout le cas. C'est l'édit de Nantes instaure une religion prépondérante, qui est le catholicisme, et le protestantisme est toléré, et seulement toléré, comme une religion qui va subsister et qui va se réduire progressivement. Et beaucoup de protestants de l'époque ont été contre l'édit de Nantes. Parce qu'ils ont interprété l'édit de Nantes comme un échec. C'est un échec de leur parti. À partir de là, les protestants n'auront plus la même liberté d'agir qu'ils avaient avant. Et beaucoup, d'ailleurs, de protestants vont se convertir, enfin des nobles protestants, beaucoup se convertissent au catholicisme à partir de ce moment-là. Parce que, quelle raison y a-t-il de maintenir une religion différente, un parti différent, à partir du moment où tout le monde a fait la paix ? En France, ces commerçants protestants forment de puissantes communautés d'affaires dans les principaux ports de l'Atlantique, d'où partent les navires vers le Nouveau Monde, comme ici, à La Rochelle. L'Angleterre apparaît aux yeux du canal de Richelieu comme l'ennemi prioritaire à abattre. C'est évident. Et dans ce cadre-là, les Rochelais, les autres protestants français sont souvent présentés comme autant d'alliés potentiels ou réels de l'Angleterre. C'est le cas de La Rochelle, cette ville justement qui entretient des relations permanentes avec les îles britanniques, avec le pouvoir également britannique, et qui, par-delà, constitue une espèce d'enclave protestante anglaise en France. Mais ces Huguenots de La Rochelle contestent le pouvoir de Louis XIII. De 1627 à 1628, la marine royale va donc assiéger la ville et mater violemment cette rébellion protestante. Quand Richelieu crée la Compagnie de la Nouvelle-France en avril 1627, il a bien évidemment des intérêts religieux et politiques dans l'affaire. N'oublions pas qu'il est là aussi pour montrer qu'il est destiné à remettre au pas tous ceux qui se sont soulevés contre l'autorité royale. Et le siège arrive de La Rochelle avec justement la mise au pas de ces Rochelais et des autres villes protestantes comme Montauban qui tombera l'année suivante. Mais il ne faut pas non plus se tromper par rapport au sens de cette initiative. Il y a aussi des intérêts économiques très forts. En écartant les négociants, les armateurs protestants, il favorisait également d'autres intérêts qui jusqu'à présent n'avaient que peu pris pied de l'autre côté de l'Atlantique. Donc pour moi, derrière cet écartement des Huguenots, il y a aussi des intérêts économiques et commerciaux, financiers très fortement marqués. Donc en gros, c'est écarter certaines concurrences, certains concurrents au profit donc de nouveaux affairistes. Au Canada, ils sont encore présents, mais ils n'ont plus le rôle directif. Ouais. C'est pas eux qui donnent l'inspiration, et ils n'ont plus le droit de propager leur foi. Ouais. Les jésuites, évidemment, c'est l'ordre de la contre-réforme. Je vous rappelle quand même que les jésuites ont été créés justement pour combattre l'hérésie protestante, pour combattre ce qui n'était pas catholique, justement. C'est
C'est un ordre qui a été créé pour araser en quelque sorte toute opposition, et notamment l'opposition religieuse. Samuel de Champlain est très vraisemblablement né dans un milieu huguenot. D'ailleurs, l'un de ses oncles, Guillaume Allen, a été un corsaire protestant très connu avant de se convertir au catholicisme. Il est évident pour moi que Samuel de Champlain a suivi en quelque sorte le mouvement. Il s'est converti lui aussi, comme d'autres d'ailleurs. Mais il ne faut pas non plus voir en Samuel de Champlain quelqu'un qui est extrêmement religieux. Moi, je crois que c'est avant tout un affairiste. C'est quelqu'un qui a le sens des affaires, c'est quelqu'un qui met dans la plupart du temps et des cas les affaires religieuses derrière pour mettre en avant justement le politique et le commerce. Et d'ailleurs c'est avant tout un commerçant ce Champlain. Quelle que soit la religion de ceux qui sont ancrés dans le grand commerce canadien et avec tous les intérêts en matière de peuplement qui se trouvent derrière, ont une seule priorité, c'est la traite. La traite des peaux et fourrures. Le peuplement n'est qu'un prétexte secondaire justement à cette entreprise coloniale.